Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits, disait le célèbre Morisson. Chaque entreprise ou institution est régulée ou régie par des lois et règlements. Le journalisme n'est pas du reste. Au-delà de son organe de régulation qui est la AMA, chaque organe de presse est appelé à réguler aussi son organe pour son développement, d'où l'appellation l'autocensure des médias. Qu'est-ce que l'autorégulation et comment doit-il se faire dans un organe? L'autocensure, bien sûr, comment doit-il se faire dans un organe? N'y a-t-il pas de limite? Ce sont là autant de questions qui nous intéressent dans le débat d'aujourd'hui. Et pour en débattre, nous avons avec nous autour de la table Azoudoum Awena Gédéon. Bonjour. Et merci pour votre disponibilité. Merci, bonjour Christiane. Vous êtes le directeur de la radio Oxygène, l'une des radios de N'Djamena, bien sûr. Justement. Et avec nous également le doyen Célestin Tourponon. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Merci. Vous êtes le président de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique des médias au Tchad, entendez le DEMET. C'est bien cela. Pour commencer, c'est quoi l'autocensure ou l'autorégulation dans un organe de presse? Je commence avec vous. Moi, je voudrais d'abord parler de l'autorégulation parce que l'autocensure, c'est une contre-valeur. Je crois qu'un journaliste qui s'autocensure, à mon avis, passe à côté de sa profession parce qu'on lui demande simplement de donner des informations, les vraies informations, dans le cadre de sa conscience professionnelle. Mais comment ça, il passe à côté de sa formation? Parce que quand on s'autocensure, c'est que quelque part, on est contraint de faire ce que sa conscience ne veut pas. En d'autres termes, pour prendre quelques exemples dans les médias d'État, et lorsque le journaliste n'est pas en mesure de faire l'équité de l'information, eh bien il s'autocensure. C'est qu'en interne, il n'est pas satisfait lui-même, mais par rapport à l'environnement dans lequel il travaille, il est obligé de ne pas dire certaines choses parce que les règles sont mal interprétées, etc., etc. Mais par contre, l'autorégulation, ça entre dans le cadre du travail normal des journalistes pour tenir compte des règles qui régissent le métier. Et comme nous l'avons dit, lorsque des journalistes eux-mêmes se font des remarques sur le plan professionnel entre eux, ça passe plus que si le journaliste se trouve devant un commissaire de police ou devant un juge. C'est pourquoi l'autorégulation, c'est une sorte de garde-fou que les journalistes eux-mêmes ont mis en place pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec la charte des journalistes, c'est-à-dire, ça existe. En même temps, surtout, le recueil des textes qui concernent le code d'éthique et de déontologie. La déontologie sont les règles tout simplement du métier. Alors que l'éthique a une certaine valeur morale. Ce que le journaliste ne peut pas faire, lui-même il le sait. Il s'autorégule parce qu'il estime qu'en donnant telle ou telle information, il risque de porter atteinte à quelques sensibilités, quelques autres sensibilités, etc. Et puis, vu l'arsenal de textes que nous avons au Tchad, eh bien, il vaut mieux ne pas se jeter dans la gueule du loup pour rien. Et à ce niveau-là, le domaine remet simplement les pendules à l'heure chaque fois qu'on constate qu'il y a des dérives qui sont constatées. Il y a quelques années, nous avons sauvé beaucoup de journalistes qui étaient en passe d'être traduits devant les juridictions de la place. Et le domaine s'est réuni, après analyse de la situation, a produit un communiqué qui a apaisé la situation. Mais c'est une façon de dire aux journalistes de faire attention. Qu'est-ce que vous appelez se jeter dans la gueule du loup? Lorsque vous ne respectez pas les règles, vous vous jetez dans la gueule du loup parce que tout de suite, l'autorité compétente qui est chargée de frapper vous frappe. Or, ce n'est pas ça ce que nous souhaitons pour les journalistes. Et lorsque le domaine a été mis sur pied, c'est pour cela, c'est pour amener les journalistes à faire confiance en eux-mêmes, à leur propre organe, par rapport aux textes qu'eux-mêmes ils ont édictés. Au lieu de se retrouver par rapport au code pénal ou à certaines lois prises par l'ex-HCC qui est maintenant le NAMA, la HAMA, pardon, pour que demain vous vous trouvez devant un juge. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Alors, le doyen parle de l'autocensure qui n'est pas, je ne sais pas si c'est le mot, qui n'est pas à sa place. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites? Oui, justement, je pense que le journaliste se trouve au milieu de ces deux termes-là. L'autorégulation se trouve en amont, tandis que l'autocensure pourrait se trouver en aval, si et seulement si le journaliste ne respecte pas les
règles de déontologie et d'éthique qui consacrent le fonctionnement de son métier. Et comme le doyen l'a dit, je crois que c'est la chose la plus importante dans l'exercice du métier de journaliste, c'est d'abord la conscience des journalistes. La conscience professionnelle. S'il fait son travail avec toute responsabilité, parce qu'il a une responsabilité sociale, il a une responsabilité vis-à-vis de tous les cadres qui régulent son métier, s'il tient compte de ça, on n'a pas besoin de l'autocensure. Donc l'autocensure intervient lorsque le journaliste faillit dans l'exercice normal de son métier. L'autorégulation ou l'autocensure qui ne devrait pas intervenir si le journaliste faisait normalement son travail. D'accord. Alors, pour faire un peu la part des choses, l'autocensure dépend maintenant de chaque organe. L'autocensure existe dans chaque organe respectif. Par contre, l'autorégulation est donc assurée par le DEMET, qui est donc un organe observatoire de la déontologie de l'éthique du média au Tchad. N'est-ce pas, Doyen? Les journalistes travaillent dans des conditions idoines pour leur permettre de donner les informations qu'ils souhaitent donner à l'opinion. Or, il se trouve que nous avons un environnement qui souvent oblige certains à ne pas s'éclater, entre guillemets, sur le plan professionnel. C'est ça l'autocensure. Ils le font la mort dans l'âme. Alors que s'ils étaient dans un environnement qui leur permet de livrer l'information en toute connaissance de cause par rapport à la conscience professionnelle, eh bien le journaliste, il s'épanouit. Il s'éclate, il donne l'information tout en tenant compte des réalités et d'éthique et de déontologie. Mais lorsqu'on s'autocensure, c'est quelque part, on renferme sur soi des choses qu'on aurait pu dire et qui seraient utiles à l'opinion. Mais dans certains, je parle bien des médias d'État, l'autocensure est davantage constatée dans les médias appartenant à l'État, parce que, le contexte ne permet pas peut-être aux journalistes de donner l'information de façon équitable lorsqu'il s'agit de traiter une information donnée, un reportage donné. Et les journalistes eux-mêmes le disent en off, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, parce qu'ils auraient dû traiter une information selon les règles de l'art. Malheureusement, l'environnement dans lequel ils évoluent ne leur permet pas de s'éclater professionnellement. Par contre, comme nous l'avons dit, l'autocensure, c'est une sorte de garde-fou que nous mettons pour ne pas que le journaliste tombe dans le travers qui l'amènerait devant les juges. Donc les deux choses-là s'observent surtout du côté des médias de l'État. Mais par rapport aux autres médias, je crois qu'ils ont une liberté de ton que tout le monde connaît. Et ça fait partie de la valeur ajoutée d'un journaliste. Il ne faut pas l'étouffer. Comme je l'ai dit au congrès de Bangor, l'autocensure vous amène dans une sorte de sclérose intellectuelle. Ça ne vous permet pas de vous éclater sur le plan professionnel, faire votre travail selon votre conscience. Voilà un peu la différence qu'on fait lorsqu'on écoute, disons, les différents médias, qu'on lit les différents journaux, etc. Cela est dû au fait que, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel nous vivons. Il y a les lois qui sont édictées, il y a la manière de chaque organe, suivant son orientation idéologique ou bien sa ligne éditoriale, de donner l'information selon sa vision. Alors, avant de revenir à vous, Azodoum Awenan, tel que le doyen l'explique, est-ce que ce n'est pas l'autorégulation, ces garde-fous que le DEMEC met qui conduit à l'autocensure du journaliste? Mais jusqu'à présent, le DEMEC a plutôt encadré les médias privés. Il n'y a pas eu de problème dans les médias appartenant à l'État. Et cela est dû au fait que nous sommes dans un libéralisme médiatique qui est tout à fait normal. Nous sommes dans un processus démocratique et chaque ligne éditoriale s'exprime librement et souvent avec des couacs qu'on constate par-ci, par-là, par rapport à ces défis démocratiques qui est dans notre pays. Et nous sommes un peu comme des pompiers qui viennent régler un problème si jamais le feu se déclare quelque part. Mais cela ne veut pas dire que nous demandons aux journalistes de restreindre leur opinion par rapport à leur ligne éditoriale. Nous disons simplement qu'ils prennent des gants pour se protéger de l'arsenal juridique qui peut les frapper à tout moment. Il suffit d'être prudent tout en donnant l'essentiel de l'information. Il y a plusieurs manières de donner l'information. On peut dire la même chose sous plusieurs angles. Il faut simplement éviter de donner l'occasion aux prédateurs de la presse, parce qu'il y en a, qui puissent utiliser
une petite erreur pour frapper le journaliste. Voilà pourquoi au niveau de l'odomètre, nous donnons plutôt des conseils dans ce sens pour que chacun puisse s'accaparer de son métier. Comment vous faites chez vous, dans votre organe, à la radio Oxygène, bien sûr, comment vous faites l'autocensure parlant pour respecter l'autorégulation que l'odomètre fait? Ok. Si nous voulons un peu repartir dans la théorie pour comprendre même le régime de censure ou de l'autocensure, quand on parle de l'autocensure, ça veut dire que quelque part avant la diffusion d'une information par un journaliste, le responsable de l'organe vérifie d'abord est-ce que toutes les sortes de questions qui peuvent être posées. Respectant la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, tout ce qui va avec. Maintenant, étant entendu que nous sommes un organe indépendant qui jouit d'une liberté de ton, je crois que nous faisons confiance simplement aux journalistes qui, on estime qu'il sait les b.a.-ba, les fondamentaux de son métier et qui va rester dans la neutralité pour traiter les informations en tenant compte des sensibilités de chacun. À ce niveau, tout ce qu'on cherche à éviter, c'est de ne pas violer les principes, ce qu'on appelle les 5 principes, sinon les 5 valeurs cardinales du journaliste, c'est-à-dire que ce qui est décliné dans le code de déontologie des journalistes. Si le journaliste respecte ces principes, s'il reste dans les principes de neutralité, de l'objectivité, et que les sujets traités ne portent pas atteinte à l'honneur et à la dignité d'un individu, on n'a pas besoin forcément de censurer son papier. Ça, on ne peut pas le faire. Mais par contre, s'il traite un sujet dont on estime que la diffusion peut porter atteinte à l'honneur d'une personne, ou encore le ton ne tient pas compte du respect qu'on devrait plutôt observer à l'égard du sujet qui est concerné par le sujet, et à ce niveau, on peut quand même censurer ça. Parce que je dois dire toujours que cette censure-là n'est pas forcément liée à un mécanisme quelque part, mais c'est toujours lié au mécanisme du métier. Donc l'autocensure qu'on fait, c'est justement que le journaliste puisse respecter les codes d'éthique et de la déontologie, tout simplement. C'est pourquoi j'ai dit que dans ces contextes-là, nous, on travaille plus avec le code d'éthique et la déontologie, c'est-à-dire l'autorégulation au lieu de parler de l'autocensure. Tout à fait. Alors, doyen, monsieur Toponon, quels sont les mécanismes que vous utilisez, surtout faisant l'autorégulation? Quel mécanisme, puisqu'aujourd'hui, avec la presse en ligne, les blogueurs, il y a la presse écrite, la radio, télé, il y a toute un panoplie. Alors, comment est-ce que vous avez des monitorings, je sais pas, comment est-ce que vous faites pour réguler tous ces aspects? Effectivement, il faut reconnaître que depuis quelques années, l'odomètre n'exerce pas exactement ce qu'il devait faire. Dans le temps, on avait effectivement un service de monitoring qui suivait l'information 30 jours sur 30. Et à chaque semaine, on avait un rapport d'écoute de toutes les radios. En même temps, une déclinaison de tout ce que les journaux écrivent dans la semaine. Et cela nous permet d'avoir une idée globale sur les sujets traités d'une part, et d'autre part, anticiper éventuellement des problèmes qui peuvent surgir par rapport à la production de telle ou telle émission, et surtout le plus souvent c'est dans les journaux que nous avons eu à régler ce genre de problèmes. Parce que la diffamation, c'est un fourre-tout, hein, lorsque quelqu'un qui se sent lésé estime que vous l'avez diffamé, il va directement porter plainte. Et nous, lorsque l'odomètre sanctionnait normalement, lorsque nous sentons que telle dérive peut survenir, nous prenons le devant automatiquement en informant l'intéressé, le journaliste en question, pour dire, bon voilà, l'odomètre a estimé que ce que vous avez écrit dans tel article risque de nous porter préjudice. Nous journalistes, et immédiatement, nous faisons un communiqué qui est diffusé par l'organe en question. Et nous avons sauvé beaucoup de situations comme ça. Nous avons sauvé une situation extrême à un moment donné où il y avait une question de caricature qui a porté atteinte à quelqu'un qui a porté plainte. Mais le journaliste en question que nous avons défendu a réussi à s'extirper de cette situation parce que tout simplement l'odomètre en amont a pris un communiqué pour estimer que effectivement un certain aspect développé dans
le média en question pouvait être considéré comme porter atteinte à une personne donnée. Et la personne a retiré sa plainte. Donc c'est une manière simplement de dire que ce tribunal moral n'oblige pas en fait le journaliste à faire ce qu'il veut, mais le met en garde quand même pour dire attention, vous risquez de tomber sous les fourches codines de telle loi, parce que tel que vous avez décliné votre production, votre article, la personne X risque de se sentir diffamée. Donc c'est une manière de réveiller le journaliste pour qu'il tienne compte simplement de l'arsenal qui existe et qui est contenu dans le code d'éthique et de déontologie mis en place par les journalistes eux-mêmes lors d'un congrès. Donc, c'est une loi interne aux journalistes qu'on demande simplement à appliquer, tout simplement pour éviter des problèmes inutiles. Voilà un peu ce que faisait l'Odomètre. Mais depuis quelques années, l'Odomètre ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas de moyens. Donc, depuis pratiquement 3 à 4 ans, voire plus, l'Odomètre n'a jamais pu exister. Pour des raisons financières. Pour des raisons matérielles, financières, etc. Parce qu'à l'époque, c'est une association créée par les journalistes eux-mêmes. Oui. Mais cette association était prise en main par un projet. Un projet qui appuyait la presse tchadienne. Mais depuis que ce projet a pris fin, et l'Odomètre aussi s'est arrêté, et vous constatez qu'il y a eu beaucoup de dérives et beaucoup de journalistes sont allés en prison. Moi, je pense que si l'Odomètre était en fonction, on aurait pu sauver beaucoup les meubles, selon moi. Parlons justement des punitions ou bien des crises dans le paysage médiatique. Revenons donc, faisons 4 ou 5 pas en arrière où l'Odomètre travaillait. Si aujourd'hui on se retrouve par exemple parlant des crises au regard des suspensions et des mises en demeure dont est victime par exemple le journal Abagart, est-ce que on se demande si l'Odomètre en tant qu'observatoire qui assure la veille auprès des médias n'a pas failli à sa mission? Mais à ce moment-là, déjà, l'observateur n'était plus en activité. Effectivement, l'exemple que vous citez, l'Odomètre n'avait plus les moyens de son travail. Nous n'avons pas intervenu à ce moment-là. Si nous avions la possibilité de le faire, on allait le faire. Mais l'Odomètre n'était plus en mesure d'exercer ce qu'il faisait il y a 3-4 ans. Lorsque un problème se pose, eh bien, il se réunit. Mais actuellement, le bureau est complètement disloqué. Le premier président est parti dans une autre fonction, et moi qui étais l'adjoint, j'assure l'intérim, je suis de facto le président, mais le bureau en tant que tel de l'Odomètre ne fonctionne pas. C'est pourquoi, lors du 9e congrès de l'UJT à Bongo, une résolution expresse a été prise par les congressistes pour donner les moyens à l'Odomètre pour qu'il reprenne ses activités. Parce qu'il vient en complément avec toutes les activités que les journalistes font pour moraliser le métier d'abord et surtout pour sécuriser les journalistes. Et j'espère que les différentes organisations professionnelles de la communication prendront au mot cette résolution prise par le congrès de l'UJT pour qu'on donne les moyens à l'Odomètre pour qu'il assure normalement l'autorégulation. Et les congressistes sont même allés plus loin en disant qu'il faudrait mettre en place un mécanisme de co-régulation avec les institutions de l'État, avec l'Odomètre, pour assainir un peu le climat qui sévit en ce moment, qui prévoit en ce moment dans le milieu de la presse. Alors, Azoudou, vous avez quelque chose à ajouter par rapport au travail de l'Odomètre? Aujourd'hui, il n'est pas l'observatoire ne travaille pas et le monde, le paysage médiatique connaît également des crises. Je crois que votre organe aussi, un temps, a été frappé. Pour des raisons techniques, pas professionnelles, mais techniques. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Ce que la Hama fait pour assainir le milieu de la presse, l'Odomètre aurait pu mieux faire que la Hama, à mon sens, parce que l'Odomètre, c'est un tribunal moral, comme le doyen l'a dit, et je crois que les journalistes s'ouvrent volontiers au travail que fait cet organe qu'est la Hama, qui, pour des journalistes exerçant dans les médias indépendants, considère comme une épée de Damoclès. Donc, si l'initiative est venue de pouvoir remettre en marche l'Odomètre, je crois que ça va beaucoup sauver la situation dans l'exercice des médias, parce qu'en ces moments-là, je crois que c'est un désastre. C'est un désastre. Nous souffrons de beaucoup de maux, et ces maux-là ne peuvent pas être résolus ni par la justice, ni par la Hama. Mais si les journalistes eux-mêmes prennent conscience de cette... de mots lesquels, par exemple? Nous avons aujourd'hui la solidarité qui fait partie des piliers
des médias ou bien des journalistes qui n'existe plus. Il n'y a pas la solidarité entre les journalistes, il y a des guerres ouvertes entre les journalistes. Et quand on parcourt des contenus de nos journaux, on voit clairement qu'il n'y a plus de respect des règles de l'art. Et je crois que les parutions des journaux dans la presse écrite, par exemple. Oui, les journalistes qui se tirent entre eux par organes interposés entre eux-mêmes. Et là, je crois que même si de temps en temps la Hama fait rappel à l'ordre, ça n'a jamais réglé ces problèmes-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'il y a cette situation qui fait que les lecteurs et les auditeurs eux-mêmes sont un peu confus dans cette situation-là. Et finalement, on se rend compte qu'ils n'achètent plus les journaux. Bien sûr que oui. Voilà. Donc, les journalistes, nous sommes un pouvoir qui fonctionne parmi tant d'autres pouvoirs, mais nous sommes trop fragiles. Et à cause de notre fragilité, nous devons effectivement prendre conscience de ce que l'avenir et même la crédibilité de ces métiers-là, ça dépend de nous-mêmes. Ça ne peut pas dépendre des juges qui nous interpellent, ça ne peut pas dépendre forcément de la Hama, que pour certains, on considère que c'est un organe qui est là simplement pour frapper par-ci, par-là, parce qu'il ne frappe pas ailleurs. Aujourd'hui, quand vous voyez des médias qui se lancent des pics, soit dans les colonnes des journaux ou par d'autres voies, eh bien, on sent très bien que la solidarité professionnelle est fragilisée. Or, le journalisme, c'est un corps où la solidarité est totalement souhaitée, imposée. Parce que si demain, un maillon de ce métier-là se trouve en difficulté, c'est toute la corporation qui se mobilise. Vous voyez, quand un journaliste est en prison, eh bien, c'est toutes les radios du monde qui en parlent. Ça veut dire qu'il y a un esprit de corps qui existe et ce corps-là doit être solidaire. Mais si dans un milieu comme ce que nous constatons ces derniers temps, professionnel des médias, il n'y a pas la solidarité entre confrères, eh bien ça laisse un pan de la notoriété de notre métier. Donc il faudrait absolument que dans la diversité, on ne demande pas l'unanimisme, dans la diversité éditoriale de chaque organe de presse, nous devons cultiver la solidarité professionnelle. Parce que nous sommes une corporation reconnue comme telle dans le monde entier. Voilà pourquoi, au Tchad aussi, nous pouvons dupliquer ce même comportement. Parce que nous sommes des journalistes comme les autres. Et il faudrait donc tenir compte de la spécificité de notre pays, bien sûr, mais tenir compte aussi de l'ensemble qui gère, n'est-ce pas, le métier un peu partout dans le monde. Quand des journalistes dans un pays ne sont pas solidaires, évidemment, ils ne peuvent pas, ils deviennent faibles par rapport aux enjeux auxquels ils doivent faire face. Donc la place des journalistes, je reviens sur ça, n'est pas devant un juge. Et aujourd'hui, s'il y a tout ce dérapage que l'on constate, c'est pas quelque part, on sent qu'il n'y a pas de solidarité aussi entre les journalistes. Quand on apprend qu'un journaliste est en prison, les autres croient que bon, ce n'est pas leur affaire, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. La suspension du journal Abagarde, par exemple, il y en a qui en parlent. Mais bon, je reviens à vous, Aouénan. Vous avez dit tout à l'heure que le Demet aurait mieux faire que la Hama. Sur quelle base vous dites ça? Parce que c'est les journalistes eux-mêmes qui se sont entendus ces jours, le 4 juin, je pense, 2004, pour mettre en place cette machine. Et ça fonctionne par les journalistes, ça fonctionne avec les journalistes, ça fonctionne pour les journalistes eux-mêmes. Et là, je crois qu'il y a une sorte de confiance que les journalistes font à cet organe-là. Parce qu'il n'a pas l'intention de sanctionner, mais d'amener la personne à comprendre qu'à ce niveau, elle a dépassé la limite. Elle devrait plutôt faire ça ou bien rectifier la tire. Autrement dit, vous faites confiance à l'Odemet plutôt qu'à la Hama. Justement. Bon, disons simplement que ça se complète en réalité. Voilà, vous dites très rapidement en termes de conclusion aussi. On devrait être dans un environnement où on se complète. Parce que la Hama, c'est une institution de l'État. Alors que l'Odemet, c'est une institution de journalistes, c'est une association de journalistes, mais dans tout le cas poursuivant le même but. Donc, l'un comme l'autre devrait travailler dans le même sens pour que la situation des journalistes soit assainie et surtout que la sécurité professionnelle du journaliste soit garantie. Nous sommes comme des lianes, comme des petits arbres parmi tant d'autres. Nous sommes comme des petits poissons parmi des gros poissons dans la mer et nous devrons faire très très attention et pour ne pas vraiment périr, pour ne pas aussi faire périr le métier parce que nous existons pour le public et nous devrons garder la confiance du public. La sauvegarde de cette confiance passe d'abord par notre crédibilité et nous devons vendre notre image très chère auprès de ceux qui nous font cette confiance-là. Sinon, on va les décevoir et en ce moment, les autres pouvoirs,
les 3 autres pouvoirs sont là pour nous piétiner. Donc ça dépend de nous, simplement, de redorer notre blason et de faire de sorte que ces métiers-là soient un sacerdoce. Parce que le journalisme, c'est un sacerdoce à cause de l'honneur et la dignité qu'il confère à celui qui l'exerce. Monsieur Azoudoum Awena Gédéon, à qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, Célestin Toponon, qui est le président de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique des médias du Tchad. Merci également. Je vous remercie. Pour votre disponibilité. Voilà, nous avions échangé autour de l'autorégulation des médias que le DEMED fait et également, ça n'exclut pas l'autocensure qui se fait également dans nos organes respectifs. Voilà, c'est un sacerdoce. Soyons jaloux de notre métier et faisons en respectant la règle de l'art. C'est tout pour ce débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité.